Ok, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on va continuer sur le cycle de vie, la reproduction et le développement des animaux. Et on va maintenant s'intéresser plus spécialement au développement des animaux. Donc j'espère que vous avez essayé de faire les questions. Il y en avait qui étaient super gratuites, il y en a qui étaient un peu plus dures. Mais dans tous les cas, voici les réponses. Donc, nous en savons déjà plus sur la reproduction des animaux. Rappelez-vous, il faut qu'il y ait, dans le cas général, la réunion de deux cellules spéciales qu'on appelle des gamètes, donc les spermatozoïdes produits par les mâles et les ovules produits par les femelles, et ça donne une cellule œuf, qui est la première cellule, ce qu'on a été nous il y a des années dans le ventre de nos mamans. Donc la première cellule, la cellule œuf ou le zygote. Et bien maintenant, on va s'intéresser au cycle de vie et au développement des animaux. Et on se souviendra que les animaux, ce sont des eucaryotes, un peu de classification, donc les cellules ont des noyaux. Il y a d'autres caractéristiques des eucaryotes, mais celle-là, c'est la plus importante à retenir. Ils sont multicellulaires, bah oui, on verra qu'un animal, même quand ils sont tout petits, c'est au moins des milliers de cellules, le plus souvent des millions, et pour nous, les êtres humains, ça va être des dizaines de milliers de milliards de cellules, donc vraiment beaucoup. Et ils ont aussi souvent des caractères partagés, assez simples, la mobilité à reconnaître, la mobilité, la présence d'une bouche et des yeux. Alors, il faut savoir aussi qu'il y a d'autres caractères qui définissent comment dire, le groupe des animaux, mais c'est des caractères plus complexes qui sont liés à des molécules, des cellules particulières. Donc tout cela, vous les découvrirez beaucoup plus tard. Alors, petite observation de départ. J'ai choisi donc deux animaux qui appartiennent à des groupes et des espèces très différentes. Donc là, un insecte, un mammifère, donc un pangolin qui est un mammifère avec écailles, ce qui est assez rare et qui est, comment dire, malheureusement très chassé parce que les gens ils pensent qu'il a des propriétés médicales et c'est un animal qui est vraiment comment dire, en danger. Donc là, vous avez le plus grand papillon au monde. Je vous avais montré quelques papillons très grands en classe et dans le diaporama. Donc là, c'est sans doute le plus grand qu'on connaît. C'est l'Atlas. Il a un nom scientifique très compliqué. Je ne vous le remets pas, mais vous pouvez le chercher sur Internet. Alors, on se souviendra du cours précédent que tout animal, alors ça c'est dans le cas général, vous avez aussi des animaux, je vous avais dit, qui se multipliaient sans reproduction sexuée de manière un peu étrange, mais dans le cas d'une reproduction sexuée, donc on arrive à avoir la formation par fécondation d'une cellule œuf, ce qu'on appelle le zygote. Donc là, vous avez déjà vu ça la dernière fois dans le cours. Et ce zygote, eh bien, il peut nous faire poser le problème suivant, qui est comment passe-t-on justement d'une cellule œuf qui est microscopique, rappelez-vous, une cellule œuf, ça va être quelques dizaines de micromètres, et voire plus, à un animal adulte bien développé qui est multicellulaire et aussi qui est visible à l'œil nu, sauf bien sûr quelques animaux qui sont vraiment microscopiques, mais bon, ils restent visibles à l'œil nu. Donc notre question, c'est de se demander comment se produit le développement des animaux. Et donc, on a, c'est vrai, une étude de documents, mais normalement, s'il n'y avait pas eu donc cette affreuse épidémie, on doit le dire, on aurait dû observer au microscope certaines étapes du développement de quelques animaux. J'espère que vous pourrez les voir dans les classes supérieures. C'est pas exclu. Sinon, vous demanderez à vos professeurs, vous les taquinez. Monsieur, je peux venir, ou madame, je peux venir dans la classe regarder au microscope ces étapes du développement. Donc, on se rappelle que juste après la rencontre des gamètes, on a une cellule œuf qui va se diviser. C'est vraiment les premiers instants de nos vies. Ça a été de faire une division cellulaire, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Donc, je vous demandais, première question, de remettre en ordre les étapes suivantes. C'était assez facile. Vous aviez différentes étapes. Là, j'ai remis le nombre de cellules ici. Et une fois que vous aviez bien compris qu'on passait de une cellule à deux cellules, à quatre cellules, à huit cellules, c'est vrai que parfois c'était difficile de compter, mais quand vous avez repéré la première étape qui est ici, la cellule œuf ou zygote, quand vous aviez découvert qu'il y avait une étape à deux cellules, puis une étape à quatre, forcément on pouvait penser que l'autre image qui était là, c'était
une étape à 8 cellules, et celle-là, c'était l'étape à 16 cellules. Alors ensuite, on pourrait compter, mais le problème, et ça se voit bien sur cette image avec l'autre, c'est que pour bien compter, il faudrait qu'on regarde devant et derrière. Parce que là, il y a certaines cellules qui masquent d'autres cellules. Autant là, c'est très clair, on compte les 4 facilement. Sur les autres images, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, voici la réponse complétée. Donc, on passe d'un stade à une cellule, puis à 2, puis à 4, puis à 8, puis à 16. Donc, si on met les images dans le bon ordre, ça donne cette séquence-là. Alors, petite remarque supplémentaire. Bon, c'est vrai que le nombre de cellules double dans les premières étapes du développement animal. Hein. Ça correspond au premier jour du développement, ce qu'on va appeler le développement embryonnaire. Généralement, on parle d'embryon pour dire que l'animal qui se développe, il n'a pas encore formé ses organes, alors que le fœtus, il a formé la plupart de ses organes. Il reste juste à faire grandir tout ça et un petit peu quand même à affiner, c'est-à-dire à vraiment faire que les organes ils soient prêts à fonctionner. Hein. C'est pas totalement fini un fœtus, faut le dire. Donc, on voit bien que le nombre de cellules double, mais il est important de comprendre que ça ne sera pas toujours le cas pendant le développement embryonnaire. Hein. Il peut y avoir parfois des petites pertes qui font qu'on n'a plus un nombre de cellules qui passe de 2 en 2 en 2, multiplié par 2 à chaque fois. Mais de base, une division cellulaire, ça fait 1 qui donne 2. Question suivante. On devait écrire une phrase dans laquelle on allait expliquer logiquement le nombre de cellules qu'on attend à trouver dans la stade suivante. Bah là, c'est simple. Comme on fait un raisonnement, on appelle ça en science un raisonnement par récurrence. Vous avez trouvé quelque chose une fois qui s'est produit d'une certaine manière, ça se reproduit d'une autre fois, donc ça revient. On appelle ça une récurrence. Eh bien, comme le nombre de cellules double à chaque fois, bah, le dernier stade, c'était 16 cellules. Donc forcément, 16 fois 2, 32. Le prochain stade, ça sera 32 cellules. Question, celle-là, elle était un petit peu plus compliquée. On allait essayer de trouver combien de séries, donc de divisions, mais par ensemble de cellules, devaient se produire pour passer de la cellule œuf, rappelez-vous, à des adultes de 3 espèces très différentes. Alors, quels sont-ils, ces 3 adultes, si on peut dire? Alors j'ai choisi un ver, ce qu'on appelle un ver rond, qui sont capables de vraiment un petit peu très différent des vers avec anneaux qu'on avait regardé dans la classification, les annélidés. Eux, ils peuvent juste faire des mouvements un peu latéraux comme ça, ils ne se contractent pas, ils n'ont pas d'anneaux dans le corps. Et il me semble qu'une des classes, peut-être la 6e G, on avait vu au microscope. Ça, oui, c'est ce qu'on avait vu au microscope en plus. Donc là, un moustique, sans doute un moustique tigre vu les rayures. Et là, ce charmant monsieur est un très très grand physicien, prix Nobel d'ailleurs, qui jouait aussi un peu de la musique pour s'amuser et qui était très très drôle, très très piquant. Alors qu'est-ce que j'ai mis sur la droite? Sur la droite, j'ai mis ben voilà, un petit peu les résultats que nous donne une suite de division par 2. Donc première, ça donne 2, puis 4, puis 8, puis 16, puis 32, 64, 128, bla 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 bla. Ok, donc si on se demande combien il faut pour produire un petit ver, là il s'appelle le Caenorhabditis, alors c'est un nom un peu compliqué, mais c'est un animal qui est très étudié par les scientifiques. Donc il a environ 1000 cellules, alors en fait moins, mais là on veut essayer de simplifier. Environ 1000 cellules, le moustique j'ai regardé ça va être généralement autour de 8 millions de cellules, alors ça peut être plus, ça peut être moins bien sûr. Un être humain adulte généralement, hein, c'est des calculs, ça va dépendre du poids, ça va dépendre de tout un tas de choses. Ça fait environ 70 000 milliards de cellules. Eh bien, pour répondre à la question suivante, on avait juste qu'à se servir du tableau et chercher le nombre de divisions qui allait donner un chiffre assez proche du nombre de cellules donné ici. Donc si on regarde, on peut dire qu'il faut 10 séries de divisions cellulaires en partant de la cellule œuf pour produire 1024 cellules. Ça, je vous remontre ici. Là, 10, il est là. 1024, donc c'est environ, il a fallu 10 séries de divisions, et pas 10 divisions, 10 séries de divisions, pour arriver à former ce petit animal
qui est tout petit, hein, qui est microscopique, qui est millimétrique. Enfin, on le voit au microscope, c'est ça que je voulais dire. Micro, ça veut dire petit, donc là, ça veut dire vraiment de petite taille. Pour ce qui est du moustique, bah, il fallait trouver quelque chose qui est proche de 8 millions. Bah, heureusement, là, 23 séries de ces divisions, ça fait environ 8 millions de cellules. Donc, on peut supposer qu'il y a eu 23 suites de division. Hein, première division qui donne 2 cellules, puis deuxième division qui passe à 4 cellules, etc., 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 pour arriver à ce nombre très grand de 8 millions. C'est quoi 388 608 cellules. Donc là, environ. Et pour l'être humain, bah là, c'était encore plus. Pour l'être humain, il fallait trouver quelque chose comme 46 divisions partant de la cellule œuf. Si on regardait dans le tableau qui est là, ici, vous aviez à 46 quelque chose comme milliard, on se rappelle, c'est 9 zéros ou 9 chiffres avant. Là, on a encore 3 chiffres, donc 70 000 milliards. On pourra lire tous les chiffres, mais ça serait très long. Donc j'espère que vous avez trouvé, c'était une question difficile. Alors, remarque importante, ce nombre de séries de division n'est pas vraiment égal au nombre total de divisions cellulaires qui se sont produites. Pourquoi cela? Bah, en fait, parce qu'il faudrait faire une somme pour trouver ce nombre, hein. En fait, c'est des séries de divisions, mais il faut trouver toutes les divisions qu'il y a eu entre-temps. Par exemple, si on vous demande le nombre de divisions cellulaires qui sont produites depuis le zygote, je rappelle, c'est la cellule œuf issue de la fécondation, jusqu'au stade 32 cellules, bah, en fait, on peut faire ce calcul simple. D'abord, il nous faut une division pour produire 2 cellules, 2 divisions pour que les 2 cellules passent à 4, 4 divisions pour que les 4 cellules passent à 8, 8 divisions pour qu'elles passent à 16, et en fait, ensuite, 16 divisions pour que les 16 cellules passent à 32. Donc si on faisait la somme de tout ça, 1 plus 2, ça faisait 3, 3 plus 4, ça faisait 7, 7 plus 8, ça faisait 15, et 15 plus 16, ça faisait 31. Donc ça, 31 séries, 31 divisions, et c'est égal à 5 séries de divisions. Alors, à votre avis, est-ce que les divisions, ça suffit pour passer à un stade adulte? En fait, tout de suite, si on se rappelle notre cours sur les cellules, on avait vu dans le document supplémentaire, on avait plein de formes de cellules différentes. C'est pas suffisant, il faut que les cellules, elles changent de forme, qu'elles se transforment. On dit aussi qu'elles se différencient. Alors, il y a aussi un autre élément, c'est que les cellules, elles sont pas immobiles, elles vont bouger dans le corps pour aller à différents endroits et ensuite devenir ce qu'elles seront, devenir leurs fonctions. Elles ont plein de fonctions, les cellules. Elles peuvent faire un peu la police comme le système immunitaire, transmettre des informations comme le système nerveux, vous aider à bouger comme le système musculaire, etc., etc. Donc là, il fallait bien penser à l'idée. Vous pouviez avoir une phrase très différente de la mienne, s'il n'y a pas de problème, il fallait bien penser à l'idée que, comme les cellules, elles ont différentes formes, eh bien, on ne peut pas rester avec des cellules qui sont toutes rondes comme on a au début. Il faut qu'elles changent de forme et de fonction. Alors, il y a 2 grands modes de développement. Une fois qu'on a acquis cette idée qu'il faut des divisions cellulaires et des différenciations cellulaires, ça c'est vrai chez tous les animaux, et c'est même vrai chez les végétaux par ailleurs, hein, mais là, c'est vrai partout. Il y a des animaux qui ont ce qu'on dit être un cycle de vie direct. Donc la cellule œuf, elle se divise, on produit toujours plein de cellules qui vont se transformer, qui vont se diviser, etc. Et on construit les différents organes du corps, c'est la vie embryonnaire. D'accord. Une fois que l'embryon il possède tous les organes caractéristiques de l'adulte, alors ces organes ne sont pas finis, hein, c'est comme une maison en chantier, mais il y a au moins les fondations, les murs, etc. etc. Il restera, je ne sais pas, à peindre tout ça, à mettre les portes, enfin tout n'est pas fini quand on passe au fœtus. Donc le fœtus, il continuera sa croissance, et on peut avoir soit dans l'œuf, soit dans le ventre de la maman. C'est pour ça que j'ai mis avant et après la naissance ou l'éclosion. Donc voici quelques images avant qu'on regarde une petite vidéo du développement embryonnaire de 2 animaux dont on va dire qu'ils sont un développement direct par opposition à ceux qui sont en développement indirect. Alors là, très important, c'est pas des images d'embryons morts, c'est fort heureusement, c'est bien mieux. C'est des images prises avec vraiment c'est très bien des caméras qui sont vraiment millimétriques, qui risquent pas d'abîmer ni la maman ni l'embryon. Alors,
ici, on a les photos de la vie embryonnaire d'un cheval. On voit ici, bon, la masse de cellules qui va se diviser. Bon, là, c'est les organes qui commencent à se, comment dire, à se former. Là, on a vraiment sans doute pratiquement un fœtus parce qu'on a bien la tête, les membres, la queue qui sont apparents. Là, c'est pas le cas. Vous voyez que l'embryon est passé d'une forme très circulaire, très ronde, à une forme plus allongée. Hein, c'est le système nerveux qui se met en place. Et ensuite, on a de plus en plus une forme bien visible. Alors là, vous avez un caractère partagé très intéressant, l'amnios, le liquide amniotique, qui permet d'absorber les chocs et de donner de l'eau à l'embryon. Enfin, c'est un caractère partagé qu'ont en commun les reptiles, les oiseaux et les mammifères. Donc ça fait plus de 20 000 espèces de têtes. De même, chez l'être humain, on peut avoir des images un peu similaires. Alors là, c'est pas à l'échelle, hein, le zygote. Hein, il va pas rapetisser ensuite, c'est juste, ils vous mettent en anglais not the scale, enfin not to scale, c'est pas à l'échelle, c'est juste pour bien le grandir. Donc là, on a dans les quelques premiers jours, bah, on a les divisions cellulaires. Ensuite, on passe d'un embryon qui avait une forme, bah, comme les cellules du début, qui avait une forme assez ronde à une forme assez allongée. Vous avez vu, ça s'allonge encore, il y a une espèce de petite queue qui se produit chez l'être humain qui va disparaître. La tête commence bien à apparaître, les petites menottes ou le petit bras là, et ensuite les pieds. Donc vous avez aussi les yeux qui commencent à bien se former, le crâne qui se développe de plus en plus. Là, vous avez les jours ici, et ensuite, bon, on va considérer qu'on passe d'embryon à fœtus, généralement vers la 12e semaine de grossesse. Alors on va regarder une petite vidéo d'abord en 3D, puis avec des images, des vraies images, pour voir un peu, reprendre un petit peu les grandes étapes du développement euh, d'un être humain que vous devriez bien connaître. Alors désolé, il y a eu un petit bug. Donc là, voici l'ovule qui est dans les trompes de Fallope, qui est parti des ovaires, les spermatozoïdes qui vont à sa rencontre. Désolé, gros bug internet. Donc la fécondation, c'est la rencontre alors au moins d'un spermatozoïde qui va rentrer au moins, alors il peut y avoir des accidents, mais ensuite ça marche pas, mais normalement un spermatozoïde qui rentre dans un ovule, donc ça fait cette cellule œuf qui va se diviser, première étape de la vie, puis encore une division, donc là on est au stade 2 cellules, puis au stade 4, puis au stade 8, alors tout ça se passe dans les trompes de Fallope les premiers jours de la vie, puis au stade 16, etc., etc. Donc voilà, il continue, là on doit être, je sais pas, 16, peut-être 32, hein, j'ai raté un peu le coche, voilà, ça fait une espèce de petite mûre comme le petit fruit. Donc ça, ils appellent ça, alors c'est pas à retenir, ça s'appelle un blastocyste. À l'intérieur, ça va un peu se différencier, ça va pas être qu'une boule de cellules, il va y avoir deux zones différentes et ça va continuer à grossir puis s'implanter dans l'utérus de la maman. Et les cellules, bah voilà, ils vont commencer à changer de forme. Vous allez voir, ça va commencer à s'allonger, même l'ensemble va s'allonger. Les, comment dire, les futurs, ce qui va être le futur tube digestif va se former, et aussi le système nerveux qui est très important, qui permet à l'animal, et ici l'être humain, de faire des mouvements, de bouger, de sentir ce qui se passe dans l'environnement. Donc ça, il vous montre, c'est un petit peu compliqué, il vous montre les couches de cellules qui vont donner les différentes parties du corps, disons les différents organes. Donc l'important, c'est que l'embryon s'allonge, qu'on fabrique le système nerveux, et une fois que c'est bien allongé, bah là on va pouvoir regarder fabriquer les membres, la tête, il y a cette petite queue, je vous avais dit, qui disparaissait, et donc on va passer de l'embryon qui a pas tous ses organes au fœtus qui a ses organes. Donc là, qu'est-ce que ça donne avec des images? Là, on aurait la, comment dire, l'ovulation, c'est-à-dire l'ovule qui quitte l'ovaire. Donc là, on serait dans les trompes de Fallope. Donc l'ovule est entouré de réserves d'énergie. Ça serait la fécondation, donc avec un spermatozoïde qui va rentrer. La première division cellulaire, puis la deuxième série. Donc là, on passe à 4, puis à 8, puis à 16. Donc là, vous avez la
petit embryon qui continue ses divisions tranquillement et qui va s'installer dans l'utérus pour vivre sa vie embryonnaire et fétale. Là, on voit des divisions cellulaires encore. On voit que les cellules se séparent. Et là, il vous montre ensuite, en accéléré, hein, parce que sinon ça serait beaucoup trop long, quelques étapes, donc vues avec un microscope, justement, de l'enfant qui est en train de se développer dans le ventre de sa maman. Vous voyez là, les vaisseaux sanguins, les os sont pas encore durs, c'est du cartilage pour le moment. Et oh le mignon, au bout du bébé. Alors revenons au cours. Là, on avait un développement direct. Il n'y avait pas vraiment de grandes interruptions, il n'y avait pas vraiment de grands changements, même si on peut dire qu'il y a quand même deux temps, la vie embryonnaire, la vie fétale ou la croissance, bon, et le développement. Bon, tout ça, c'est pas quand même des grandes ruptures. Alors qu'il y a certains animaux, ça vous le savez depuis l'école primaire, qui ont un cycle de vie en deux parties. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment deux formes différentes dans leur vie, ce qui n'est pas vraiment notre cas. D'un côté, on a la cellule œuf qui se développe pour former une larve, on parle de forme larvaire ou de vie larvaire. La larve, elle va grandir, il ne faut pas rester toujours à la même taille, et il va venir un événement très important dans la vie de cet animal, ce qu'on appelle la métamorphose. Et c'est là que la forme adulte, capable de se reproduire, va apparaître. Donc, quelques exemples. Là, ici, je vous demandais donc de commenter les étapes de la vie de la grenouille. Alors moi, je vous ai mis ces réponses-là. Les vôtres, elles peuvent être un tout petit peu différentes. Il fallait dire que on a des œufs qui se déposent dans les temps. Ça se développe un petit peu. Bah oui, il faut toujours faire des divisions cellulaires. Oui, oui, oui. Le développement des têtards commence avec l'apparition des queues, pratiquement. Le tétard est pratiquement développé et il manque plus que les pattes avant, on dit aussi pattes antérieures. Donc l'étape 4, il fallait dire que le développement du tétard, il est fini, on ne voit pas vraiment de nouveauté. L'étape 5, c'est la métamorphose, on passe de la larve à l'adulte. Et ensuite, la métamorphose se poursuit avec aussi de la croissance. Et on se rappelle qu'une fois arrivé à l'âge adulte, on peut se reproduire. Donc un petit peu un exercice qui ressemble sur le cycle de vie d'un animal avec métamorphose. Donc là, il fallait trouver les termes suivants pour le passage de la chenille au papillon. Là, on a la larve, la chenille, la chrysalide, ça va être la dernière mue, parce qu'il fait différentes mues pour grandir. Et là, la dernière avant de passer au stade adulte, on appelle ça la mue imaginale. Enfin, c'est pas le terme important, mais chrysalide, l'espèce de petit cocon dans lequel il est, ça vous pouvez retenir. On a le papillon, et on se souviendra que le papillon, c'est la forme adulte, qui est capable de se reproduire. Alors, des jolis papillons, en voilà. Je crois que je vous ai montré en classe le groupe des Saturnidés. C'est un groupe de papillons très grand et très coloré. Donc là, on a la chenille. Là, on a l'adulte. Autre exemple d'animal avec sa vie larvaire et sa vie adulte. Là, l'axolotl, donc il y a un amphibien. Regardez bien leur caractère partagé, mais rappelez-vous, ils ont deux vies. Ça veut dire ça, amphibien, ça veut dire qu'il y a deux vies. Une vie dans l'eau, une vie sur Terre. Donc là, c'est la forme adulte qui ne se déclenche pas tout le temps. Il faut des hormones pour passer de l'un à l'autre et certaines situations du milieu. Mais vous voyez qu'elles sont quand même bien différentes. Et de même, alors encore plus marquant, là, ici, vous avez ce qu'on appelle des tuniciers. C'est un peu un groupe pas très connu de la plupart des gens. Là, vous avez une larve, elle ressemble à une espèce de petite tête avec une espèce de... comme les flagelles des spermatozoïdes, mais en beaucoup plus grand, attention. Qui peut nager dans l'eau, et on a un adulte, là, on ne se dirait pas que c'est un animal, on se dirait que ça fait penser aux éponges, qui sont des animaux, mais ça ne fait pas penser à des animaux, c'est immobile, on ne voit pas de bouche, d'yeux, on voit pas de... On ne reconnaît pas un corps classique d'animal, et surtout dans la forme générale. Donc là, c'est l'adulte de la même espèce, qui en fait filtre de la nourriture dans l'eau, ce que font aussi les éponges, mais lui, il est très, très différent des éponges. Les éponges, ils ont pas ça ici, ils n'ont pas cette larve-là. Donc je vous demandais de comparer ces animaux avant ou après métamorphose. Là, c'était pas trop difficile. Pour la larve de la chenille, il fallait dire que elle a 5 paires de pattes, elle a des pics dans le dos, ce qu'on appelle adulte. Je vous rappelle que normalement, les insectes, ils ont 3 paires de pattes. Et là, c'est bien le cas chez l'adulte. Il y a 2 paires d'ailes, ce qui n'est pas le cas chez la larve. De toute façon, chez les insectes, à part les insectes qui n'ont pas d'ailes du tout, et certains insectes qui ne sont dans, disons, des groupes complexes. Vous savez, vous avez différents rôles. Il y a l'ouvrier, il y a le soldat.
Donc chez certains types d'insectes aussi, tout le monde n'a pas d'ailes. Mais là, vous avez bien une nouveauté chez l'adulte, les paires d'ailes, et il a perdu des caractères de la larve, il a plus ses pics sur le dos. Chez l'axolotl, donc oui, ce nom est un peu compliqué à dire, la larve, on voyait bien ses branchies, il vit dans l'eau, donc ça c'est une grande différence, la couleur n'est pas la même, rose-blanche, et l'adulte perd ses branchies, change de couleur et vit maintenant hors de l'eau. Donc on a bien des différences très fortes entre la vie larvaire et la vie adulte. Alors le tunicier, lui, bah déjà sa larve était capable de nager, a été presque avec une espèce de queue et une tête. L'adulte, lui, était immobile, vit au fond de la mer et ça ressemble un peu à une corbeille qui absorbe de la nourriture. Donc, si on devait utiliser ces comparaisons pour donner une définition de la métamorphose, on peut dire c'est le passage de la larve à l'adulte, c'est une transformation. Méta, ça veut dire au-delà, morphe, ça fait penser à la forme, avec perte d'organes et apparition de nouveaux organes, et parfois on a vu changement du milieu et du mode de vie. C'est clair que parfois chez les papillons déjà, parfois ils ne mangent plus du tout comparé à la larve qui a mangé beaucoup de feuilles. On peut avoir un changement de mode de vie justement et de milieu de vie quand on passe du monde aquatique de la larve d'axolotl à l'adulte. Mais de même, là, chez le tunicier, il y avait un changement du mode de vie. Un mode de vie mobile à un mode de vie immobile. Alors, avant de passer à la conclusion générale, on va regarder une petite vidéo où on voit justement une métamorphose. Alors, je vais essayer d'aller un peu plus vite que prévu, mais une petite vidéo justement sur une métamorphose du grand papillon qu'on avait vu au tout début. Donc, au début, on a cet œuf, donc là il y a eu pas mal de divisions. On a la larve qui va sortir de l'œuf, qui va éclore, comme ça, c'est assez clair. Tout le monde voit bien, voilà, voilà, sors de ton œuf. Oui, oui, oui. Il faut sortir, petit Calimero. Donc la larve, elle a plein de paires de pattes, ça ressemble pas à l'insecte final. Elle a des petits pics, alors peut-être pour de la défense, ça peut avoir d'autres possibilités. Donc elle mange pas mal avant de se transformer. Il faut faire un gros repas, on appelle ça parfois le repas saturant. Elle a plusieurs mues, comme vous voyez ici. Vous regarderez si vous voulez, je vous mettrai en lien la vidéo. Là, elle a une mue, là une autre. Et au bout d'un moment, elle va avoir sa dernière mue. Et là, ça c'est justement, elle mange sa mue, elle économise tout. Et au bout d'un moment, elle va fabriquer justement son cocon, sa chrysalide, pour faire sa dernière mue, ce qu'on appelle la mue imaginale, et qui va donner l'adulte. L'adulte, ça s'appelle l'imago. Donc voilà, il va fabriquer justement, il va se servir d'une feuille pour fabriquer son cocon. Là, il y a de la soie justement qui va lui servir à faire son cocon. Je rappelle qu'il y a beaucoup de papillons, ils étaient malheureusement exploités pour leur soie, pour des vêtements. Donc là, il fabrique son cocon. Donc le cocon est bien fermé, ça lui sert aussi de protection parce que là, il est très vulnérable pendant justement le passage de la mue nymphale à la mue imaginale. Enfin, passage vers l'état adulte, excusez-moi. Là, on a une vue de l'intérieur et justement, les organes vont se transformer. Il y en a certains qui vont être détruits et d'autres qui vont être construits. Hop, 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 ça dandine. Donc là, les ailes sont en train de, comment dire, là, comment dire, c'était les,
les antennes et les ailes qui étaient en train d'être mis en place. Donc là, ça a été assez accéléré. Donc là, on le voit à l'état adulte, hein, avec ses grandes antennes, ses grandes ailes. Bon. Conclusion. Donc, hormis, ça veut dire en dehors d'eux, hein, les animaux qui se reproduisent de manière asexuée, je vous rappelle, ça c'était à la fin du cours précédent, j'avais montré quelques exemples de reproduction où on n'avait pas besoin de la rencontre entre des gamètes, spermatozoïdes et ovules. Le cycle de vie d'un animal commence par la formation d'une cellule œuf, ça, pas de problème, qui va se multiplier en se divisant. Et j'avoue que c'est toujours un peu bizarre, hein. Diviser égale multiplier en biologie. Pourquoi? Parce que quand on coupe, on fait bien une division, mais ça donne plusieurs parties, donc il y a une multiplication. Mais ça, c'est normal. Les cellules vont se transformer pour produire les différents organes, donc ça, c'est le développement embryonnaire. Il faut retenir multiplication de cellules et transformation des cellules. Une fois le développement embryonnaire fini, on peut avoir un fœtus qui va continuer sa croissance jusqu'à la forme adulte, comme notre groupe, celui des mammifères, ou avoir une larve qui va croître puis se transformer pour acquérir sa forme adulte. Donc on peut schématiser ces cycles de vie. Juste une petite remarque, c'est vrai que normalement la forme adulte peut se reproduire, mais parfois la forme adulte elle n'a pas fini sa croissance. Dans notre espèce, nous on a une espèce de métamorphose, mais pas tout à fait une vraie métamorphose, hein, qui se passe à l'adolescence. Adolescence, ça veut dire qu'il grandit en latin, et adulte qui a grandi. Donc c'est une pseudo-métamorphose. Si on devait montrer ça avec un schéma, alors peut-être pas le meilleur des schémas du monde, on pourrait donc dire que c'est un cycle, hein, c'est un cercle, parce qu'on revient toujours à une forme adulte qui peut refaire des enfants. On commence par la formation de la cellule œuf par fécondation. On a des divisions cellulaires, formation d'un embryon, encore de la croissance, la naissance ou l'éclosion, ça dépend si on vivait dans le ventre de la maman ou dans un œuf, de la croissance, alors là il peut y avoir la pseudo-métamorphose qui est la puberté, et à la vie adulte, on peut produire des gamètes qui vont commencer un autre cycle. Donc il y a bien un cercle un petit peu sans fin, voilà, des développements, reproduction dans la vie. Alors c'est sûr que l'animal, ensuite malheureusement, il va mourir. Alors, si on regarde un cycle de vie avec métamorphose, là, on a une petite différence. On a toujours fécondation et formation d'un zygote ou cellule œuf. Le développement, rappelez-vous, c'est des divisions cellulaires avec transformation des cellules, formation d'organes. On n'a pas un mini-adulte, on a une larve qui est formée, la vie larvaire avec, vous savez, toutes ces mues. La dernière mue, elle va survenir, pendant laquelle on va avoir la métamorphose, alors qui peut être plus ou moins marquée chez certaines espèces animales. Et j'ai vu la métamorphose du papillon, elle est quand même beaucoup plus forte que la métamorphose de l'axolotl. Et ensuite, on a de la croissance et l'adulte, lui, il peut, alors parfois la croissance, elle va être un peu plus limitée, hein, mais il peut produire des gamètes et se reproduire. Et ces gamètes, ils feront un nouvel individu, etc., etc., jusqu'à ce que l'espèce disparaisse, malheureusement, ou se transforme, elle aussi. À très bientôt.